Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits aujourd'hui pour assister à notre webinaire sur les addictions, comment les prévenir et les gérer en entreprise. 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser cette conférence collectivement en partenariat avec le cabinet d'avocats KMB, à la présence de Maître Harold de Berrier. La thématique d'aujourd'hui porte donc sur les addictions. Le télétravail, les changements d'organisation, l'isolement ainsi que les incertitudes économiques ont pu entraîner des pertes de repères pour certaines personnes. Ces situations ont pu augmenter les risques psychosociaux et entraîner ou faire ressurgir certaines conduites addictives. C'est pourquoi nos conférenciers vont aborder les points qui peuvent vous aider à prévenir ou gérer ces situations aux multiples dimensions médicales, sociales et juridiques. Pour ma part, donc, je suis Bruno Perdieu, coordinateur projet développement à la Fédération Île-de-France des services de santé au travail. Je poserai en direct certaines de vos questions à la fin de chaque intervention de nos conférenciers. Nous avons en ligne également avec nous Céline Roux, déléguée générale de la Fédération, qui pourra répondre en ligne à certaines de vos questions ou me les faire remonter. Nos conférenciers sont donc Maître Harold de Berrier, avocat au barreau de Paris, qui nous parlera des outils juridiques mis à disposition des entreprises, non seulement pour prévenir, mais aussi contrôler et gérer les pratiques addictives. Nous avons le docteur Camille Gallinari, médecin du travail et addictologue au service de santé au travail, le CNSM, qui nous fera un point sur les consommations sur la période Covid-19, puis comment votre service de santé au travail peut vous accompagner dans la gestion des situations rencontrées. Et nous avons M. Arnaud Poulain, infirmier au service de santé au travail du BTP dans 77, avec qui nous allons voir comment comprendre, détecter et prévenir les addictions. Avant de commencer, pour poser vos questions en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton Q et R que vous voyez à l'écran actuellement et ensuite, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous inscrivez votre question. En cliquant sur Envoyer, elle nous parvient à Céline Roux et moi-même. Je vais donc laisser la parole à M. Arnaud Poulain pour commencer. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, bonjour, Arnaud Poulain. Je suis ici pour vous présenter l'addiction, vous expliquer ce qu'est l'addiction et de vous présenter les produits les plus consommés en France. Alors, l'addiction, du plaisir à la dépendance. L'addiction est synonyme de dépendance, désir puissant et permanent de continuer une consommation malgré toutes les complications existantes. Nous pouvons ajouter que c'est une maladie du cerveau où l'individu ne peut s'empêcher de consommer une substance psychoactive ou de se comporter malgré les conséquences négatives qui en découlent. Quand je parle de substances psychoactives, c'est des substances, drogues, produits qui agissent sur le cerveau et notamment sur la perception, l'humeur et la conscience. L'addiction entraîne une modification de l'équilibre émotionnel. Elle entraîne également des troubles psychiques et elle entraîne également des complications et des perturbations dans la vie privée, sociale et professionnelle. La survenue d'une addiction repose sur 3 composantes qui sont la première, l'individu, le produit et l'environnement. Quand je parle de l'individu, je parle du facteur génétique, du caractère de la personne, des événements qui constituent sa vie, de l'âge du début de ses consommations et si ou non présence de troubles psychiatriques. Concernant le facteur lié au produit, je parle essentiellement de sa disponibilité, du potentiel addictogène et des premiers effets lors de la première prise de la substance.
Il est impossible pour une personne qui va consommer une substance psychoactive de savoir comment elle va réagir et si ou non elle va prendre, des risques. Pardon. Alors, la diapo suivante, normalement, c'est une petite question et je vous pose la question. Savez-vous quelles sont les substances psychoactives les plus consommées en France? Ah non, il y a cette diapo-là, excusez-moi. Concernant les addictions, de quoi pouvons-nous être addicts? Il y a deux types d'addictions, les addictions comportementales, donc je vais juste les énumérer. Il faut savoir que certaines personnes peuvent être addictes à des comportements sexuels, aux écrans, aux jeux de hasard et d'argent et au sport. Celles qui nous concernent aujourd'hui, ce sont les addictions liées aux produits. Donc, il y a des drogues licites, donc légales, le tabac, l'alcool, et également les médicaments psychotropes et opiacés. Et il y a des drogues interdites, donc cannabis, héroïne, cocaïne, MD et nouvelles drogues de synthèse. Voilà. Quels sont, selon vous, les produits les plus consommés en France? Alors, Donc, vous répondez à 82% l'alcool, à 76% le tabac, et c'est effectivement ces deux réponses, les deux réponses principales. Donc, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, le tabac et l'alcool sont les deux substances psychoactives les plus consommées en France. Le cannabis est la substance illégale la plus consommée en France, mais elle est consommée 10 fois plus que la cocaïne et 55 fois plus que l'héroïne. Maintenant, je fais un point sur l'alcool, donc le produit psychoactif, un des produits psychoactifs les plus consommés en France. Donc, c'est un produit naturel issu de la fermentation et de la distillation de fruits ou de grains riches en glucides. L'alcool est la substance psychoactive la plus consommée. Seuls 7% des 18-75 ans n'ont jamais bu. 92 000 personnes consultent chaque semaine pour un problème lié à l'alcool. Les effets. Alors, les réactions diffèrent selon la quantité d'alcool absorbé, selon l'état de santé de la personne, son degré d'accoutumance, son poids, son sexe, le mélange avec d'autres drogues. Effet immédiat, l'ivresse. On peut ajouter également qu'à faible dose, l'alcool libère la parole, rend euphorique. C'est ce qu'on appelle là le début de l'ivresse. Par contre, à plus forte dose, il peut y avoir des pertes de notion de temps, de mémoire, des sentiments de confusion, de l'agressivité, la perte d'équilibre. L'alcool, c'est aussi une diminution de la conscience du risque. Il peut y avoir des comportements violents et de la conduite en état d'ébriété. Certaines maladies sont attribuées donc à l'alcool, directement à l'alcool, comme par exemple la cirrhose alcoolique. Donc, c'est une maladie du foie due à l'inflammation chronique du foie qui, par l'alcool qui tue les cellules du foie. Et également le syndrome de Korsakoff, qui est une maladie du cerveau qui se manifeste par des oublis. L'alcool est aussi un facteur favorisant dans certains cancers, la bouche, cancer de la bouche, du pharynx, larynx, œsophage, foie, sein, cancer colorectal, et de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et certaines cardiopathies ischémiques. Enfin, des troubles cognitifs sont observés chez plus de 50% des personnes alcoolodépendantes. Le deuxième produit que nous allons voir est le cannabis. Donc, c'est une plante psychotrope.
Donc, je répète que ça veut dire psychotrope qui joue sur le système nerveux central et qui altère et modifie la perception, l'humeur et la conscience. Le principe actif majeur est le tétrahydrocannabinol, ou plus connu sous le nom de THC. C'est une drogue qui est interdite et elle est connue sous forme de feuilles, de résine ou plus rarement en huile. Quelques chiffres, 1,2 million de consommateurs réguliers en France, 12 millions de personnes en ont fait l'expérience au moins une fois dans leur vie, et 14% des jeunes de 17 ans présenteraient des signes de consommation problématiques. Les effets du cannabis, donc ils sont variables et dépendent à la fois du produit, du consommateur et du contexte de consommation. Le cannabis peut rendre euphorique, peut relaxer, peut avoir des effets psychédéliques, c'est-à-dire qu'il modifie des perceptions comme le temps, l'environnement. Certains produits donnent des envies de parler, de rire, et d'autres peuvent donner la sensation de planer. Concernant les risques liés au cannabis, il y a le risque de bad trip, même pour les personnes qui sont habituées à fumer le cannabis. Donc, le bad trip se manifeste par un repli sur soi, de la tachycardie, une modification de la perception de soi-même et de la sueur, des angoisses. Le risque de malaise si à jeun et si d'autres consommations simultanées avec des produits. La perturbation de l'humeur. À long terme, le cannabis démotive, il y aura une sensation de flemme, de fatigue. Le cannabis isole et il y a aussi un risque de perte d'emploi pour ceux qui travaillent et la dépendance. Les médicaments psychotropes, on a décidé de faire un point sur les médicaments psychotropes parce que la France consomme énormément de médicaments psychotropes. Alors, quand on parle de médicaments psychotropes, on parle de médicaments hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques. Ce sont des médicaments qui sont là pour aider à dormir, pour diminuer l'angoisse, pour diminuer la dépression, et ils ont tous une action sur le système nerveux central. Voilà, les chiffres concernant la prise de médicaments psychotropes. Au cours de l'année en France métropolitaine, donc 8,9 millions des 12-75 ans sont des consommateurs occasionnels et 3,8 millions sont des consommateurs réguliers. À 17 ans, presque un jeune sur 10 déclare avoir consommé des médicaments psychotropes au cours des 30 derniers jours. Et au cours de l'année, 14% des hommes et 24% des femmes ont fait usage de médicaments psychotropes. Chez les 55-75 ans, environ une femme sur 3 a consommé des médicaments psychotropes au cours des 12 derniers mois, contre un homme sur 5. Si nous avons décidé de parler des médicaments psychotropes, c'est également, non pas parce qu'il y a un fort phénomène addictogène, parce qu'en fait, les médicaments normalement psychotropes sont délivrés sur ordonnance par un médecin traitant, et dans un cadre thérapeutique, le phénomène addictogène est très faible. Cependant, le risque est présent lorsqu'il y a une automédication. Et le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils entraînent une diminution de la conscience, des somnolences et une diminution de la vigilance qui peut être, contradictoire avec certaines activités professionnelles qui sont liées à de la conduite, à la conduite d'engin ou du travail en hauteur. Sur les boîtes de médicaments sur les boîtes de ces médicaments, sur le côté, vous trouverez des pictogrammes jaune, orange, rouge qui indiquent le degré d'importance du médicament. En tout cas, chaque médicament doit être délivré par le médecin traitant. Voilà, merci de votre attention. Oh, pardon. Non, c'est bon. Merci Arnaud Poulain. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, j'en ai déjà une, Arnaud, qui nous est posée. Les boissons énergisantes, sont-elles considérées comme des drogues? Actuellement, non, mais le problème avec ces boissons, c'est qu'elles ont un fort impact au niveau cardiovasculaire et qui peuvent entraîner notamment des tachycardies, palpitations et autres problèmes, hypertension liés au cœur. D'accord. Merci.
Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. On va peut-être attendre juste quelques secondes si les personnes veulent poser des questions sur votre intervention, qui était très complète. Sinon, nous allons... Ah, je vois une question. Ah, est-ce que vous auriez des chiffres sur l'addiction dans le milieu du travail? Là, actuellement, là, non, j'en ai pas. Mais je peux regarder et puis prendre les coordonnées de la personne pour l'informer. D'accord. Qu'entend-on par trouble cognitif par rapport à l'alcool, je pense, quand vous avez parlé de l'alcool, Trouble de mémoire, essentiellement. essentiellement. D'accord. Le café et le thé à forte consommation, les gens se posent souvent la question, savoir s'il y a de l'addiction par rapport à ces produits. J'ai lu récemment comme quoi la caféine, et surtout la caféine, il y avait un côté addictogène. Oui, effectivement, mais après, c'est surtout l'impact que ça a aussi au niveau cardiovasculaire. D'accord. Ah, alors, on nous pose des questions qui vont en fait être soulevées plus tard, mais cela dit, je vois que peut-être c'est nous. Cette question en direct. Non, c'est bon. Quand parle-t-on de dépendance? À partir du moment où la consommation n'est plus contrôlée et que la personne consomme, même si elle sait par exemple qu'une demi-heure après, elle doit être sur son lieu de travail ou à un repas de famille, voilà, où c'est vraiment la perte de contrôle. On ne contrôle plus sa consommation. D'accord, donc un manque de contrôle de la consommation. Les hommes sont-ils plus affectés que les femmes par l'addiction? Sur certaines addictions, oui. Sur certaines addictions, comme notamment les hommes seront plus sur, on va dire, les drogues dures, comme les nouvelles drogues de synthèse, la cocaïne. Voilà, il y a une consommation qui est plus, je dirais, masculine que féminine. D'accord. Peut-on avoir des troubles de la mémoire sous traitement antidépresseur? Pas forcément sur les addictions, là, mais ça, je pense que c'est une question qui est un peu en dehors de... Est-ce que je peux orienter vers le docteur Gallinari? Voilà, oui, je pense. Bon, on nous demande s'il y a une évolution sur la consommation des drogues depuis mars 2020. Donc ça, c'est le docteur Gallinari qui va nous en parler. Comment reconnaître une personne dépendante? Une personne dépendante, vous allez la reconnaître par rapport à son comportement, à un comportement qui va changer, qui va avoir tendance à s'isoler, une personne dont l'humeur va changer également, hein, qui sera peut-être un peu plus agressive ou un peu plus introvertie. C'est des signes voilà, qui peuvent vous alerter pour vous dire peut-être que cette personne a besoin d'aide. D'accord, merci. Enfin, on nous demande des chiffres sur l'addiction au travail, mais ça, donc pour le moment, vous n'en avez pas, ils pourront être transmis. Et je pense que de toute façon, peut-être on en aura par le docteur Gallinari. Quelle est la tendance par rapport à la consommation de ces produits, drogue, alcool? Est-ce que là... Je peux compléter si vous voulez les réponses. Alors, docteur Gallinari, oui, nous a rejoint. Alors, oui, est-ce que vous... Donc, déjà, la question sur les chiffres sur l'addiction au travail, on en a très peu. Il me semble que les derniers chiffres par rapport surtout aux accidents de travail liés à la consommation d'alcool, parce que c'est tout ce qu'on va avoir, les derniers qu'on ait remontent déjà à 2015 ou par là. Donc, il y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet. Il me semble que dans les enquêtes maintenant, Summer et les grosses enquêtes globales, c'est un peu plus évalué. Mais on a vraiment très peu de chiffres qui documentent
En tout cas, tout ce qui est mortalité ou en tout cas accidents liés et conséquences sur le travail, on a très peu de documentation en tout cas. Par rapport à ce que vous demandiez sur les boissons énergisantes ou d'autres produits, la caféine, c'est particulier. La caféine, ça n'a pas un potentiel addictogène très très fort par rapport au tabac, à l'alcool, etc. Mais ça en a un petit. Donc forcément, plus vous allez augmenter la consommation de café, plus votre corps va s'habituer et plus il y aura potentiellement… alors on constate surtout à l'arrêt du café ou du thé. Alors ça le fait moins pour le thé parce qu'il y a moins ce pic de caféine, mais on constate des symptômes de sevrage à type de maux de tête souvent et de fatigue. Donc ça peut être un signe qu'effectivement, on consomme un peu trop de café. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et comme disait Arnaud, il y a des conséquences sur le plan un peu cardiaque. Donc voilà, il faut vraiment consommer beaucoup. On ne parle pas de 4 cafés par jour. Mais effectivement, ça augmente un petit peu la fréquence cardiaque. Ça peut donner un peu d'hypertension aussi quand c'est vraiment quotidien. Donc, les boissons énergisantes, elles sont souvent à base de caféine et en plus, il y a du sucre. Donc, c'est deux choses qui, effectivement, donnent une… alors, on ne peut pas vraiment parler de dépendance en soi, mais en tout cas, une accoutumance et des effets probablement à l'arrêt qui, encore une fois, ne sont pas hyper documentés. D'accord. Nous allons passer maintenant, je pense justement, à votre exposé, Dr Gallinari, car je vois beaucoup de questions, mais qui justement auront des réponses dans votre intervention et certaines aussi dans l'intervention de Maître Harold de Berrier. Okay. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour votre partie. Donc, moi, je vais vous parler effectivement du changement des consommations, en tout cas aujourd'hui, quel constat on fait par rapport à la période Covid. Donc, la période Covid, on note ça à peu près au début du confinement, parce que c'est là que nos habitudes ont pu changer un petit peu. Jusqu'à, pour l'instant, les études qui ont été faites, c'est jusqu'à maintenant à peu près. Et puis, il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, on n'a pas encore… on n'a pas encore tous les éléments, mais en tout cas, ce qui s'est passé entre mars-avril et avril-mai, il y a du coup quelques papiers qui sont sortis pour évaluer un petit peu. Il y a eu des études qui ont été faites auprès de consommateurs et il y en a un certain nombre quand même qui ont répondu. Donc, c'est assez intéressant d'aborder ce sujet parce qu'il y a des habitudes de travail aussi qui ont changé et ça a pu avoir un impact. Alors, on a tous notre idée sur ce qui a pu se passer. On a l'impression que ça a pu augmenter certaines consommations. Finalement, globalement, il y a deux types un petit peu de choses. Il y a effectivement des gens qui ont pu plutôt arrêter ou diminuer leur consommation. Donc, ça, on en parle moins, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ça, c'est lié à différentes choses. La première, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se sont confinées loin de leurs habitudes. Donc, ça pouvait être dans des endroits où… il y avait plus de difficultés pour se fournir en produits de manière globale. Il y avait quand même le risque d'amende si on se déplaçait alors qu'on n'avait pas le droit. Et un entourage et un contexte de vie qui était quand même modifié. Si vous allez dans votre maison de campagne, ce n'est pas tout à fait pareil que dans votre appartement à Paris. Donc, tout ça, ça a joué. Il y avait également une diminution des temps festifs, globalement, même si dans les grandes villes, il y a certaines personnes qui ont pu s'organiser à faire quand même des soirées chez les uns et les autres. Ce n'était quand même pas la majorité. Donc, forcément, tous les usages qui étaient liés un petit peu à la fête, ça aussi, ça a diminué. Et il y en a beaucoup, notamment chez les jeunes, qui consomment de manière assez régulière, mais en contexte souvent festif. Et la troisième chose, c'est qu'il y en a qui ont considéré le confinement comme une opportunité de changement. Et ça a concerné vraiment tous les types d'usagers, donc pas seulement les jeunes, pas seulement les plus âgés, pas seulement ceux qui étaient dans un état plus aisé ou plus précaire. Vraiment, chez tout le monde, il y a quand même un certain nombre de personnes qui s'est dit c'est l'occasion, en tout cas, de diminuer mes consommations ou peut-être même d'arrêter. Donc, ça, c'est un constat où on ne le met pas assez en avant, mais ça a concerné quand même pas mal de personnes finalement, puisqu'on n'est pas tous restés dans nos habitudes.
Le deuxième volet, c'est ce qui est un peu plus intuitif et ce qu'on a pu peut-être constater chacun à notre niveau, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont plutôt augmenté leur consommation. Donc, il y a eu plein de choses qui ont contribué à ça. La réserve des produits, donc, qui pouvaient être moins bien gérés. On parle surtout des stocks de cannabis. Quand on en achète, souvent, ce n'est pas pour une consommation. Donc, le fait d'en avoir à dispo, de ne pas savoir quand on va pouvoir en racheter, ça peut être des facteurs qui font que, voilà, on a un peu du mal à gérer. Comme je vous disais en introduction, le fait d'être en télétravail ou en chômage partiel, ça a été quelque chose d'assez brutal au mois de mars. Déjà, juste ça, c'est, voilà, en termes de capacité d'adaptation, ce n'est pas facile pour tous et chacun. Et la deuxième chose, c'est que ça offre un cadre de travail différent. Soit pas de travail du tout, donc en fait, il faut occuper ses journées, soit un travail, mais à la maison. Et donc, effectivement, il y a quand même la possibilité de s'octroyer des moments de consommation malgré le fait qu'on travaille. Le motif qui était avancé le plus fréquemment pour augmenter ces consommations, c'était surtout la gestion de l'angoisse. Donc ça, c'est quand même un critère qui est important de souligner parce qu'on n'a pas fini avec cette période et du coup, ça veut dire que potentiellement, ce qu'on voit déjà et ce qu'on a déjà constaté en mars-avril et en avril-mai, probablement que sur le long terme, il peut y avoir d'autres conséquences. Et du coup, le produit le plus consommé, en tout cas, c'était l'alcool. Hein, c'est ce qui revenait le plus souvent. Et l'argument, c'était l'ennui, comme je vous disais. Hein, l'ennui, c'est souvent un motif de rechute ou de consommation. Quand on ne sait pas quoi faire, on consomme soit sa cigarette, soit on prend un petit verre. Et c'est des choses qui sont assez classiques quand on a des gens qui ont une propension à consommer. Donc, si on fait un point sur l'offre et la demande, donc ça, c'est des données issues de l'OFDT, hein, qui est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui rapporte tous les mois. Il y a des choses très intéressantes sur tous les produits, toutes les consommations. Et leur numéro tendance de septembre dernier, donc, qui est sorti vraiment là, début octobre, fait un peu un récap sur l'offre, la demande des produits, hein, donc les plus consommés, hein, alcool, tabac et surtout cannabis, à ce moment-là et quelles conséquences finalement ça a eu. Et ce qu'on constate de manière globale, et on va y revenir, c'est que surtout selon les produits, c'est vraiment variable ce qui a été proposé et ce qui a été acheté en fait. Donc, en ce qui concerne l'alcool et le tabac, finalement, le constat global, si on lisse sur cette période par rapport aux années précédentes, c'est que c'est plutôt stable. C'est-à-dire que l'accès, il était, vous l'avez vu, hein, on avait accès globalement à l'achat de l'alcool et du tabac, parce que les bureaux de tabac sont restés ouverts, etc. Et pareil, les magasins qui vendent de l'alcool également. Et les usages aussi ont globalement été stables. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont augmenté, donc on va voir ça en détail, d'autres qui ont diminué, mais que globalement, il n'y a pas eu d'augmentation, en tout cas majeure, de la consommation. Donc, pour le tabac, il y a eu une offre qui a été globalement peu altérée et on a vu surtout une hausse des ventes au début du confinement. Et ensuite, ça s'est stabilisé. Donc, effectivement, on a vu affluer les gens dans les bureaux de tabac au tout début. Je pense de peur de pénurie. Et donc, ils ont fait des stocks et après, ça s'est restabilisé. Pour l'alcool, finalement, les volumes disponibles en vente étaient moins importants. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'impression aussi que les stocks se vidaient plus rapidement. C'est surtout que globalement, c'était moins rempli et moins dispo. Donc, par contre, ce qui a été constaté, c'est qu'en sortie de confinement, il y a eu un rebond des ventes. Donc lié au beau temps, lié au fait que ça y est, on pouvait revoir éventuellement les amis, etc. Je dis ça parce que pour le coup, le rebond de consommation et de vente, ça concernait beaucoup le champagne. Donc voilà, comme si on faisait un peu la fin de quelque chose. Concernant les comportements maintenant d'usage, donc en lien finalement avec l'offre, parce que c'est l'offre et la demande toujours. Donc, on constate qu'évidemment, pour alcool et tabac, l'arrêt complet des consommations, c'est quand même rare. Ça a existé, mais c'est rare. Et vous voyez donc dans le petit tableau, ça vous récapitule en gros
la répartition. Et vous voyez que finalement, le maintien, c'est ce qui ressort, et c'est ce que je vous ai dit au début, pour le tabac et l'alcool, c'est ce qui ressort du coup de manière prépondérante. Il y a eu légère augmentation, légère diminution finalement qui s'équilibre pour le tabac. Et vous voyez un peu plus de diminution par rapport à l'augmentation pour l'alcool, mais surtout du maintien. Donc, voilà, une régularité de consommation et voilà, pas d'aggravation. Donc, c'est déjà un bon point parce qu'on ne s'attendait pas forcément à sortir ces chiffres-là. Pour l'augmentation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout l'ennui, l'inactivité, le stress. Et il y a eu toujours la notion de plaisir quand même pour certaines personnes, mais la majorité, c'était quand même la gestion effectivement du stress en lien avec la période et avec les incertitudes. Pour tout ce qui est oui, on a parlé beaucoup des apéros virtuels et que du coup, les jeunes, finalement, voilà, ils avaient trouvé un autre mode de consommation. Ça n'a pas augmenté significativement, en tout cas, les consommations. Et effectivement, c'était un mode de convivialité partagé, mais qui était finalement moins fréquent, en tout cas de manière globale. Hein. Après, de manière isolée, ça pouvait être plus augmenté chez certaines personnes, mais en tout cas, ça n'a pas majoré les consommations plus que ça. Alors là, c'était pour que ce soit un peu plus visuel, que vous voyez en fait l'évolution du coup du chiffre du coup du tabac et de l'alcool vendus sur le premier semestre 2020. Donc du coup, vous voyez du coup en violet, c'est le tabac et en vert, c'est calculé sur les droits indirects vendus sur l'alcool. Évidemment, on ne peut pas avoir les chiffres de vente globale. Et en pointillé, vous avez la comparaison avec 2019. Donc, en plein, c'est 2020 en premier semestre. Et en 2019, c'est le premier semestre 2019. En pointillé, pardon, c'est 2019. Donc, vous voyez bien que finalement, on a à peu près les mêmes chiffres, sauf là où voilà, ça a augmenté un petit peu en termes de vente pour le tabac. Et l'alcool, vous voyez, finalement, on est plutôt dans la même tendance. Hein. Voilà, moins inquiétant que ce qu'on pensait en tout cas. Alors, pour les drogues illicites, on fait quand même le point, parce que vous savez qu'en France, il y a quand même des consommations, donc surtout de cannabis. La cocaïne a commencé quand même à prendre pas mal d'ampleur ces dernières années suite à une baisse du prix au gramme. Donc, il y a vraiment dans les grandes métropoles surtout pas mal de consommation de cocaïne. Tout secteur pour le coup confondu. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'offre, elle a été plus perturbée pour le coup, puisque ça ne vient pas forcément, ce pas des produits locaux, et donc les pratiques ont été un petit peu modifiées. Donc, il y a des instances qui mesurent un petit peu l'impact sur le marché. Donc, je vous ai mis là une référence. En 2008, il y avait une crise économique et on voit sensiblement la même chose sur le marché qui s'est passé là pendant les mois de confinement. Donc la cocaïne, effectivement, rupture d'approvisionnement probable parce qu'on a fermé les frontières et que du coup, la majorité de la cocaïne, quand même, vient pas de France, ou en tout cas, il y a des stocks en France, mais ça transite quand même par l'étranger. Et du coup, vu que les vols, surtout aériens, étaient bloqués, il y a eu forcément beaucoup moins d'approvisionnement. Ça s'est vu aussi sur les saisies, donc surtout cocaïne, mais aussi cannabis et héroïne. Et la disponibilité auprès des consommateurs. Donc, pareil, ils ont ajusté leur technique de vente. Il y a eu probablement beaucoup plus de produits de coupe mis dedans pour garder les stocks et tenir pendant ce temps. Donc, voilà, en termes de saisie, ils ont pu voir quand même que la qualité des produits était un peu différente. Et donc, ce qui est plus inquiétant, entre guillemets, c'est qu'il y a eu une augmentation de la consommation solitaire, donc liée à l'isolement probable des gens. Sauf que ce critère, c'est pour le cannabis, en tout cas, un critère d'usage un peu problématique et qui peut être à risque, pour le coup, de basculer dans une vraie dépendance. Donc, on voit que ça a augmenté quand même de 6 à 39%. Et ça pour toutes les fréquences d'usage. Donc, ça veut dire que même les consommateurs occasionnels
ont eu tendance à le faire aussi, même les très occasionnels, et pareil pour les usagers un peu plus réguliers. Pareil, la première consommation de la journée a été avancée quand même pour 38% des gens qui avaient répondu à l'enquête. Donc, ça aussi, c'est quand même pas rien. Hein. Donc, effectivement, c'était en lien avec ce qu'on a dit au début par rapport aux repères qui ne sont plus les mêmes, soit liés effectivement à une inactivité professionnelle, soit au télétravail. Et il n'y a pas eu beaucoup de données pour les autres produits, évidemment, en termes de quantitatif, hein, c'était difficile à recueillir. Et par contre, on voit que on avait un peu moins d'usage que d'habitude par rapport à avant sur les autres produits, et que pour un tiers des gens interrogés, il y avait un usage autre du coup, que le cannabis en plus, donc, sur toute la cocaïne. Voilà, et un critère quand même important à souligner et qui montre qu'il y a eu quand même une diminution globale des consommations, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup moins de passages aux urgences. Alors, est-ce que c'était par peur et que les gens ils ont eu des problèmes à la maison, ou est-ce qu'il y avait moins de problématiques? Ça, c'est difficile à mesurer. Mais en tout cas, par rapport au flux qu'on peut avoir aux urgences habituellement pour ce genre de problématiques, il y en avait quand même 29% de moins. Donc, c'est quand même pas rien. Hop, ça, c'était juste pour résumer ce qu'on a dit. Donc, rapidement, c'est un peu plus sympa avec des graphiques. Donc, c'était juste pour vous montrer que globalement, il y a eu un maintien de consommation là encore, et qu'effectivement, il y a eu du passage quand même au quotidien pour des consommateurs qui étaient plutôt hebdomadaires. Et donc, il y a eu quand même des usages qui devenaient un peu plus réguliers pendant le confinement. Donc, ça, c'est surtout pour le cannabis. Alors, juste un petit topo parce que c'est stable pour la plupart des produits, et il y a eu des critères un petit peu plus délétères entre guillemets pour le cannabis, mais c'est surtout ce qui a été intéressant de montrer que pour les jeux en ligne, hein, les jeux de hasard d'argent qui sont le seul en gros item qui est reconnu comme dépendance comportementale aujourd'hui. Il y a eu un recul global des pratiques par l'arrêt probable des paris sportifs, mais par contre, le poker en ligne, ça a été un essor assez impressionnant, avec un chiffre d'affaires qui a vraiment beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière, et une augmentation du temps de jeu et du temps consacré, surtout chez les jeunes, pendant cette période. Donc, c'est à surveiller sur le long terme. Alors, donc en fait, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, la hausse de consommation qu'on a pu voir, tabac, alcool, ça a été contenu hein, globalement. Le tabagisme en légère recrudescence par rapport à une baisse qu'on avait constatée sur les dernières années, donc c'est un peu dommage. Donc, à voir pareil sur le long terme avec le recul, puisque là, finalement, la pandémie est toujours là, et du coup, il y a toujours un peu ce stress, cette anxiété. Donc, probablement que les consommations restent un petit peu au stade où elles en étaient. Voilà, on a vu que ceux qui étaient en tout cas les plus réguliers en tabac, alcool ont maintenu ou intensifié quand même un petit peu leur consommation. Donc, pareil, c'est des choses sur le un peu plus long terme, à voir ce que ça donne. Et ça peut être un tout petit peu inquiétant, même si ça ne l'était pas a priori sur quelques mois. Cannabis, donc c'était moins disponible, mais les consommations régulières ont été stables aussi. Et ce qu'on constate par ailleurs quand on parle avec nos confrères du coup psychiatres, c'est que par contre les médicaments psychotropes, donc là il n'y a pas encore eu de gros chiffres là-dessus, mais c'est en train d'être en augmentation, donc prescrit en augmentation et consommé probablement en augmentation. Et pour les jeux, je vous l'ai dit, donc attention aux jeunes et le poker, puisqu'il y a un risque quand même non négligeable. On est beaucoup plus sur nos écrans en ce moment, et du coup, c'est un peu plus, ça doit faire l'objet d'une attention aussi.
Les questions qui restent en suspens, c'est qu'on n'a pas, voilà, on ne sait pas si en fonction de la catégorie socio-économique ça change. Le retentissement aussi sur d'autres conséquences et d'autres paramètres sur les violences qu'il pouvait y avoir dans le foyer. Et est-ce que ces modifications observées vont être durables dans le temps? Donc actuellement, il y a encore des enquêtes et effectivement, il y aura des points qui seront faits régulièrement. Est-ce que là, il y a juste des questions, hein, c'était juste un aperçu sur les mois de confinement. Alors, ouais, je ne vais pas pouvoir répondre à la question des paris sportifs. On ne va pas faire une consultation, voilà, mais c'est une addiction. Donc, l'orienter, effectivement, soit vers le médecin du travail pour qu'il l'oriente vers un addictologue. Mais effectivement, hein, si le diagnostic est confirmé, c'est la même prise en charge que pour les autres problèmes d'addiction. Hein. D'accord. Alors, merci docteur. Donc, effectivement, nous allons essayer quand même d'aller assez vite parce que vous avez une partie, mais il y a déjà eu quelques questions. Oui. Donc, que faire en cas de dépendance si on n'est pas un professionnel? Alors justement, hein, le but de ce webinaire, c'est de vous rappeler que nous, on est des interlocuteurs privilégiés, donc votre service de santé au travail. Donc, c'est vrai que quand vous avez un doute, c'est difficile de mettre une étiquette de dépendance chez quelqu'un quand on n'est pas un professionnel de santé, tout simplement. C'est comme pour les autres diagnostics, hein, vous ne pouvez pas savoir. Donc, chacun a son rôle. C'est vrai que si vous avez des doutes, s'il y a des conduites ou des comportements qui vous alertent, la première des choses, c'est éventuellement de demander une visite avec nous. La deuxième chose, c'est peut-être d'en parler directement avec le salarié pour instaurer un dialogue. Et effectivement, après, il faut agir tous ensemble. C'est-à-dire que après, voilà, nous, si effectivement c'est confirmé qu'on a les mêmes suspicions, on va l'adresser si besoin. Il y a une orientation et un suivi voilà. par la suite. Merci. Alors, comment connaît-on les hausses de consommation? Est-ce qu'il existe des enquêtes dans le milieu professionnel? Oui, alors, je vous ai dit en introduction, hein, l'OFDT s'occupe de collecter à chaque fois des données, donc avec toutes les autres instances. En fait, ils font des questionnaires, souvent en ligne, etc., adressés aux usagers. Et donc, ça permet de faire des enquêtes qui souvent regroupent quand même pas mal de consommateurs, donc c'est très intéressant. Et vous avez toutes ces données-là qui sont disponibles sur le site de l'OFDT. Ce qui concerne les chiffres avec le travail en milieu professionnel, comme c'est des sujets un peu plus entre deux, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'enquêtes faites. Mais voilà, comme je vous ai dit, en fait, c'est difficile d'avoir des chiffres en disant c'est à cause du travail, puisque les consommations qui débordent sur le travail, ça peut être lié à trois choses. C'est soit une personne, elle est dépendante et elle va continuer de consommer sur son lieu de travail ou en tout cas avoir du mal à faire la part des choses. Soit le travail va augmenter les consommations qui existent déjà pour différentes raisons. Soit le travail va générer des consommations pour différentes raisons. Donc déjà, vous avez quelque chose qui est difficile à démêler. Donc, Pouvez-vous juste nous préciser l'OFDT pour les néophytes? Oui, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. C'est ça. Merci. Quel est le risque éventuel pour des agents logistiques fumeurs de joints réguliers qui fumeraient à leur pause? Ça dépend ce qu'ils font en termes de logistique. Hein. Évidemment, s'ils conduisent des engins, etc., comme on l'a dit et comme Arnaud Poulain vous l'a expliqué, le cannabis, c'est un retentissement sur la concentration, le fait d'être alerte et les réflexes. Hein. Donc, c'est comme pour la conduite de véhicule, c'est quand même assez contre-indiqué. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un risque de baisse de vigilance qui peut être quand même dommageable. D'accord. On va peut-être passer à votre deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ça consiste surtout à vous réexpliquer comment vous faites si vous vous trouvez dans une situation problématique en lien avec les addictions par rapport à des salariés en tant qu'employeur qui auraient un comportement pas habituel, etc. Donc, c'est vrai qu'on a du mal des fois à hiérarchiser. Donc, le rôle déjà, nous, de service de santé au travail, c'est de conseiller, d'aider les salariés déjà qui ont ce genre de troubles. Donc, on peut
les accompagner en termes individuels, donc en consultation, hein, on va dépister s'il y a ce genre de troubles, on va les accompagner, éventuellement les orienter s'il y a besoin. Par rapport aux employeurs et aux entreprises, c'est la même chose. On peut vous aider dans la gestion justement de ces salariés. Donc, il ne faut pas hésiter, quand il y a un cas, à nous les adresser en demande, demande de visite à la demande de l'employeur, pardon. Vous nous expliquez ce qui se passe. Et effectivement, le but, c'est, bon, pas forcément de refiler le bébé comme ça, mais qu'il y a un accompagnement et de votre côté et d'une autre. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va faire que on va tout faire pour le salarié pour pas qu'il soit encore plus mal en fait, hein, parce que c'est quand même des maladies, donc il faut considérer et accompagner les gens comme tels. On peut vous aider également sur tout ce qui est réglementation. On verra du coup avec Maître Berrier, du coup, toute la réglementation et ce que vous avez un peu à savoir sur le sujet. Et on peut également vous aider et vous conseiller sur la mise en place d'une politique de prévention efficace qui va être du coup les actions de prévention, qui vont être du coup les actions de prévention collective pour aider justement à prévenir ce genre de choses et à mieux les appréhender. Donc concrètement, comment ça se passe? La mise en place d'une prévention collective, donc ça passe par la mise à jour de votre document unique. Donc, le document unique, il doit intégrer aussi le risque addiction comme un risque professionnel au même titre que tous les autres. Donc ça, comme ce n'est pas évident, évidemment, le service de santé au travail, comme pour le reste, il peut vous aider là-dessus. L'élaboration d'un plan de prévention spécifique, donc ça passe par toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Donc, rédiger votre règlement intérieur, un protocole de gestion des troubles du comportement ou d'état d'ivresse, mise en place de dépistage. Donc ça, on reverra comment on le formule et comment on est du coup bien dans les clous au niveau réglementation. Et mise en place de sessions de sensibilisation. Donc, en fonction des services de santé au travail, on a pas mal qui se mettent du coup là-dedans pour vous proposer aussi des sessions comme celle-là pour l'ensemble des salariés, pour les sensibiliser et pour les aider à leur faire comprendre à tous qu'il s'agit effectivement de maladies, mais qu'il y a aussi des risques par rapport à leur emploi. Le deuxième volet, c'est ce que je vous disais, en termes individuels, nous, on peut recevoir à la demande d'un salarié ou à votre demande, en plus des visites périodiques, les salariés qui pourraient être en difficulté. Donc, au cours de la consultation, on va débriefer éventuellement sur un épisode où on va parler de ces problématiques-là et on décidera avec la personne s'il y a nécessité de l'orienter ou pas. Et ensuite, on peut adapter le suivi si c'est un lien effectivement avec le travail. Et on peut, comme je vous disais, vous conseiller également dans la gestion de cette crise et sur le après. Donc, la conclusion de tout ça, c'est évidemment, comme pour les autres risques et comme pour les autres situations, les échanges et le travail doivent être coordonnés entre l'entreprise, les employeurs, les salariés et le service de santé au travail pour qu'on puisse justement prévenir et, le cas échéant, traiter et gérer ces situations. Merci, Dr Gallinari. Donc là, nous avons peut-être le temps de prendre quelques questions que nous avons eues. Comment aider une personne qui est dans le déni? Ouais, alors il y a souvent cette question, il y a souvent ce thème du déni qui est abordé. Alors, moi, en tant qu'addictologue, j'ai du mal avec ce mot déni. Les gens sont pas... c'est pas forcément du déni. Vous savez, il y a plus souvent de la honte et de la culpabilité que du déni. Donc, évidemment qu'une personne ne va pas vous dire oui, je bois tous les jours et c'est un problème. C'est quelque chose qui est tellement stigmatisé que les personnes effectivement ne vont pas le présenter comme ça. Donc, vous aussi, il y a une manière d'aborder les choses et c'est vrai que c'est délicat. Donc, ça peut être par les collègues que parfois ça se fait. Si vous, en tant que, je ne sais pas là qui a posé du coup la question, si c'est un médecin, un employeur ou autre, mais la meilleure chose, c'est effectivement de proposer son aide, de demander ce que la personne pense de sa situation. De toute façon, si elle n'a pas envie, en tout cas, de se soigner, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir le faire pour elle. Donc, si après, il y a un réel danger par rapport à son travail, c'est autre chose. Là, vous devez
si vous êtes le médecin du travail, en tout cas, de prendre vos responsabilités. Et donc là, il faut informer la personne que vous avez des responsabilités et que voilà. Mais c'est deux situations très différentes et effectivement, tout le monde n'est pas dans le déni. Hein. C'est souvent beaucoup plus de la culpabilité et de la honte. Et donc, pour ça, la meilleure des choses, c'est de se mettre à niveau de la personne et pas plus haut qu'elle et pas de stigmatiser. D'accord. On me demande aussi comment accompagner un salarié qui présenterait une addiction à l'alcool et à la drogue, sachant qu'il aurait déjà fait des séjours hospitaliers et qui cumule des arrêts. Alors pareil, du coup, on n'a pas la qualité de l'intervenant à chaque fois, donc c'est difficile de répondre. En fait, il y a deux choses. Il faut considérer vraiment que les addictions, ce n'est pas un problème aigu. Il y a un problème aigu à un moment donné parce que les consommations augmentent et peut-être il faut faire un sevrage à l'hôpital, mais c'est des maladies chroniques. Donc les sevrages, ça ne suffit pas en fait. Un sevrage, on ne guérit pas les gens. On les met entre parenthèses de leur consommation pour ensuite amorcer un travail en général motivationnel pour maintenir un arrêt. Le problème, c'est que très souvent, ce n'est pas fait comme ça. On fait un sevrage point barre et on pense que tout va bien. Sauf que la personne, une fois qu'elle retrouve ses habitudes et qu'elle revient dans la vraie vie, forcément, il va y avoir des appels et des envies de reconsommer. Sauf que ça n'a pas été traité. Donc, il faut vraiment considérer ça comme une maladie chronique, comme l'hypertension, comme le diabète. À aucun moment, un hypertendu ou un diabète, il lâche son suivi médical. Pour les addictions, c'est la même chose. Quand une personne elle est rentrée dans la dépendance, malheureusement, son cerveau il est modifié, il ne va pas revenir à son état naturel. Donc ça, c'est quelque chose d'important à expliquer aux gens et donc peut-être les réinsérer dans un suivi plus régulier, même si c'est en consultation simple. D'accord, merci. Je ne sais pas si on va avoir vraiment le temps de prendre une autre question parce que nous avons quand même Maître Berlier qui doit intervenir et je vois des questions qui commencent à tourner justement autour de sa thématique. Merci, Dr Gallinari, pour votre intervention. Merci. Donc, nous allons maintenant écouter Maître Harold Berlier. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur Perdieu. Voilà, donc voici le temps de la partie juridique de cette intervention. Et l'objectif est de vous apporter collectivement des éléments de réponse, des éléments donc de traitement, d'appréhension, de traitement et de réaction de la problématique des addictions sur le lieu de travail. Alors, la première chose qui a été soulignée tout à l'heure et qui est tout à fait essentielle, c'est de considérer que l'addiction, ça n'est pas à confondre avec la simple consommation. On est sur un stade au-delà et on est sur un stade qui est donc susceptible de poser des difficultés, de générer des problèmes au temps et au lieu de travail, à la fois pour le salarié, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, pour l'entreprise. Et l'employeur, précisément, a une première obligation qui est posée par la loi, c'est une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est la fameuse obligation de sécurité qui vous est sans doute connue. Et cette obligation de sécurité, pendant longtemps, elle a été une obligation de résultat, c'est-à-dire que l'employeur était considéré comme systématiquement responsable lorsque un manquement était observé à cette obligation et le manquement était caractérisé à partir du moment où un salarié subissait une atteinte à sa santé ou à sa sécurité. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que depuis maintenant quelques années, depuis les jurisprudences des années 2015 et 2016, la Cour de cassation est revenue sur cette exigence et l'a dégradée, puisque désormais, l'obligation de sécurité n'est plus une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. Quelle est la différence? Eh bien, elle est qu'à partir du moment où l'employeur démontre avoir pris les mesures préventives, d'une part, et avoir pris les mesures conservatoires, avoir réagi correctement à partir de la survenance du problème, eh bien, il peut s'exonérer de la mise en cause de sa responsabilité.
Ça, c'est donc le volet responsabilité de l'employeur, mais il est important aussi de rappeler, et ça c'est un point pour ma part auquel j'accorde beaucoup d'importance dans les conseils que je peux donner en entreprise, c'est qu'il est important de rappeler que chaque salarié est également débiteur, tant pour lui-même que pour autrui, d'une obligation de veiller effectivement à maintenir sa santé, sa sécurité et celle des autres. Et c'est la raison pour laquelle, nous le verrons tout à l'heure, nous parlons d'une obligation de prévention collective des addictions et de leurs conséquences. Cette obligation légale, vous le voyez sur la diapositive, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle rejoint nécessairement l'intérêt de l'entreprise, parce que, inutile de vous dire que la qualité du travail est susceptible d'être impactée par les conséquences de comportements addictifs, la productivité, bien évidemment, l'image de l'entreprise, a fortiori lorsque les personnels sont au contact du public, et de manière extrêmement pragmatique, bien sûr, les conséquences des arrêts de travail qui peuvent être entraînés par ces pratiques ont une incidence sur votre taux d'absentéisme ou encore le taux de cotisation accident du travail. Alors, la démarche de prévention collective, elle suppose dans un premier lieu l'évaluation des risques professionnels, et cette évaluation des risques professionnels, comme cela a été dit tout à fait pertinemment précédemment, passe par l'élaboration du document unique de recensement des risques professionnels. Il est important de rappeler que même si c'est une prescription réglementaire que l'élaboration de ce document unique, ça n'est pas un travail juridique, et c'est donc tout à fait justifié de s'adresser au médecin du travail pour sa réalisation ou à tout autre professionnel spécialisé dans cette évaluation qui suppose une appréciation matérielle des conditions de travail des salariés. Alors, la question de savoir si ce document unique doit ou pas viser expressément les pratiques addictives, je pense que la réponse est positive, évidemment, dans les secteurs auxquels on peut penser spontanément comme présentant un risque particulier en cas de conduite addictive. Je pense notamment à tous les secteurs de conduite de véhicules automobiles, de maniement d'engins, notamment dans le secteur du BTP. C'est peut-être plus délicat ou plus sous-jacent à apprécier dans d'autres secteurs, mais en tout cas, il n'est pas inutile, au contraire, de se poser la question. La prévention, elle passe aussi, là j'élargis un petit peu la focale en évoquant cela, par l'organisation des secours en entreprise. Bon, c'est une situation quand même extrême que celle d'un salarié qui serait dans un état d'imprégnation alcoolique ou sous l'influence de produits stupéfiants au point de devoir que l'on doive lui porter secours, mais c'est une situation qui peut exister, et il m'incombe de vous rappeler que vous avez une obligation effectivement de porter à la connaissance de votre personnel la conduite à tenir en cas d'urgence lorsque vous êtes confronté à une situation précisément d'urgence. Un dernier point que je n'ai pas mentionné sur cette diapositive, mais qui est important, c'est bien sûr la formation à destination de l'encadrement, mais aussi à destination de chacun des personnels de l'entreprise, qui est un excellent moyen de prévenir les difficultés. Alors, il y a, au-delà de ce que je viens d'évoquer, un acte juridique central dans la démarche de prévention, et nous le verrons également, qui servira de socle aux actions que vous serez susceptibles de prendre pour traiter les problématiques liées et conséquences des addictions, c'est le règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur, vous avez peut-être en tête le fait qu'il était jusqu'à récemment obligatoire à partir du franchissement du seuil de 20 salariés. Il faut savoir que depuis le début de l'année, ce seuil a été rehaussé pour être porté à 50 salariés. Alors, le règlement intérieur, il comporte d'une manière classique tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, ainsi que la discipline. Et au cas particulier qui nous intéresse, il peut contenir des mesures d'interdiction totale ou partielle d'introduire et de consommer de l'alcool sur le lieu de travail. Il peut, pourquoi pas, prévoir des mesures d'encadrement des pots d'entreprise en lien avec cette consommation d'alcool. Il peut également prévoir la liste des postes de sûreté et de sécurité
pour lesquels l'employeur va mettre en œuvre un dépistage de consommation d'alcool ou de drogue, ainsi bien sûr, nous y reviendrons, que les modalités de réalisation de ces tests. Il peut également prévoir les modalités de recours à la vidéosurveillance ou encore aux fouilles de vestiaire. Enfin, il peut également rappeler les dispositions du Code de la route et l'interdiction de pénétrer dans les locaux de travail sous l'emprise de stupéfiants. Ce qui est important de garder en tête, et c'est l'inspecteur du travail qui est le garant et ultimement le juge administratif, qui est le garant de la conformité du contenu du règlement intérieur à la loi, il est important de rappeler que ce règlement ne peut contenir aucune disposition apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. J'attire votre attention sur le fait que si de prime abord, si on considère que la mise en œuvre d'un règlement intérieur est une contrainte pour l'employeur et que l'on pourrait se dire lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 50 salariés qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un tel acte, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas forcément la bonne approche. Puisque le règlement intérieur, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de porter à la connaissance des salariés les règles applicables au temps et au lieu de travail et la manière de se comporter au sein de la communauté de travail. Et l'expérience prouve que même dans une entreprise de petite taille, avec un effectif inférieur à 50 salariés, le rappel de ces obligations n'est absolument pas superflu. Si l'on rajoute à cela le fait que, comme cela figure dans la présentation, aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement n'est possible si elle n'est pas prévue par le règlement intérieur, cette jurisprudence étant valable lorsque le règlement doit être mis en œuvre, vous comprendrez, je pense, toute l'utilité de cet outil juridique. Alors, tout à l'heure, j'ai vu passer des questions, évidemment, sur la question du contrôle. Le contrôle peut être mis en œuvre par l'employeur de différentes manières, à la fois en amont de la mise en œuvre des comportements addictifs et du constat de leurs conséquences. Il peut également être mis en œuvre au moment où le constat est effectué, mais il peut aussi, nous le verrons, être mis en œuvre a posteriori. Alors, j'évoquerai brièvement les différents modes de contrôle. Un premier mode de contrôle qui peut être assez tentant pour l'employeur, c'est la vidéosurveillance. Le cadre juridique est posé par un certain nombre de textes, à la fois du Code du travail, mais aussi des textes d'ordre plus général. Le principe est toujours le même, c'est celui de la proportionnalité dont doit faire preuve l'employeur et de la finalité par rapport à l'objet du contrôle. Donc, la vidéosurveillance ne peut être mise en œuvre que de manière non excessive et strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. Je rappelle également, et c'est un point sur lequel je reviendrai dans cette intervention, que l'obligation de loyauté qui gouverne le contrat de travail et son exécution implique que l'employeur ne cherche pas à dévoyer la finalité d'un dispositif de vidéosurveillance. Les droits du salarié en la matière, eh bien, ils sont très simples, ils sont résumés par l'état de la jurisprudence, selon laquelle tout dispositif de captation d'image ou de son qui aurait été mis en œuvre à l'insu d'un salarié et dont le support serait ensuite utilisé contre lui à l'appui en particulier d'une sanction disciplinaire, constituerait un moyen de preuve illicite qui serait donc irrecevable. A fortiori, dans les circonstances dans lesquelles la mise en œuvre clandestine d'un tel moyen de surveillance porterait atteinte à la vie privée du salarié, celui-ci pourrait solliciter des dommages et intérêts du fait de cette violation. Je rappelle également que tout moyen de contrôle de l'activité des salariés doit faire l'objet au préalable dans les entreprises qui sont soumises à la mise en place d'un comité social et économique, à l'information et à la consultation de ce comité. Deuxième mode de contrôle, c'est la fouille des vestiaires.
Là encore, le même principe que précédemment exposé prévaut. La fouille doit être justifiée par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité. Il n'est donc pas envisageable et permis de faire des fouilles tous azimuts de manière à, ou en tout cas dans des circonstances et des conditions qui pourraient faire régner une espèce de climat de peur. Il faut des nécessités que l'employeur devra démontrer en cas de contestation. La jurisprudence, là encore, est claire. Le salarié doit pouvoir refuser de se soumettre à la fouille d'un vestiaire à partir du moment où il ferait valoir un motif légitime. Il doit avoir la faculté de solliciter la présence d'un témoin. Et nous reviendrons également sur ce point capital. Le contrôle doit être effectué dans des conditions qui préservent la dignité et l'intimité de la personne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut effectivement avoir un témoin du côté du salarié. Il peut être conseillé d'avoir également un témoin du côté de l'employeur si jamais la situation s'envenimait, ce qui est toujours possible dans ce genre de cas. Et la préservation de la dignité et de l'intimité de la personne impose effectivement qu'il n'y ait pas davantage de personnes présentes et que les deux témoins pour les deux parties observent elles-mêmes une confidentialité sur cette procédure. S'agissant du motif légitime que le salarié pourrait alléguer, je vous avoue que je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence très étendue sur ce sujet. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas été véritablement traité. Ça fait partie des sujets qui peuvent être évoqués brièvement par la jurisprudence sans véritablement avoir de traduction concrète. Voilà, je propose de passer au deuxième mode de contrôle. Cette deuxième slide, c'est le contrôle en particulier de l'imprégnation alcoolique. Alors, je l'ai rappelé précédemment, certains modes de contrôle ne pourront être mis en œuvre que s'ils sont prévus par le règlement intérieur ou par une note de service, de manière à s'assurer de l'information du salarié. Donc, pas de contrôle systématique, ce serait illicite. Par contre, il est possible de prévoir, dans certains cas particuliers, un contrôle plus systématique lorsque le salarié manie des machines ou conduit des véhicules. Ça, c'est prévu expressément par la réglementation. Les modalités du contrôle. Le contrôle, comme je vous le disais, peut être effectué au moment où le salarié va prendre son poste. Il peut être effectué pendant le travail, mais de manière peut-être plus surprenante et néanmoins utile pour l'employeur, il a été admis qu'un contrôle pouvait intervenir à la sortie du travail, en fin de journée. De manière un petit peu plus anecdotique, le dépistage a pu, dans certains cas, être validé par la jurisprudence, alors même qu'il avait été effectué hors de l'entreprise, mais c'est un cas un petit peu particulier puisqu'il s'agissait en l'espèce, dans cet arrêt de 2015 que je vous ai cité, d'un dépistage intervenu dans les locaux de la police. Il est important de rappeler qu'on ne dépiste pas n'importe comment, avec n'importe quel appareil, et donc il faut avoir un éthylotest qui réponde à la réglementation applicable, et il faut surtout s'assurer que cet éthylotest va être contrôlé ou aura été contrôlé selon la périodicité, là encore prescrite par la réglementation. Enfin, là encore, comme dans toute mise en œuvre d'un moyen de contrôle du comportement du salarié, et en particulier sur des comportements addictifs, la présence d'un tiers est recommandée. Lorsque cela est possible, j'aurais tendance à recommander la présence d'un représentant du personnel, si cette personne présente les qualités humaines qui la prédisposent à être présente. Mais encore une fois, ça n'est pas une obligation. Il est possible de recourir à toute personne, idéalement un membre du personnel de l'entreprise, mais il n'est absolument pas interdit non plus, dès lors que cela interviendrait dans le respect de la dignité humaine, de faire appel à une tierce personne n'appartenant pas à ce personnel. Alors, les tests salivaires
concerne la problématique donc, des substances stupéfiantes. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur ces sujets-là à ma connaissance, et pourtant vous verrez que ce type de produit aujourd'hui existe. Vous avez en libre commercialisation des tests qui permettent de le faire. Les règles sont rigoureusement les mêmes que pour le dépistage d'un état d'imprégnation alcoolique. Il faut avoir informé le salarié, avoir introduit l'hypothèse de ces contrôles dans le règlement intérieur ou dans une note de service dont je rappelle qu'elle a la même valeur juridique que le règlement intérieur. Et là encore, il est important de souligner que le salarié doit avoir la possibilité de contester le résultat en demandant une contre-expertise. Là encore, il s'agit d'un rappel jurisprudentiel dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas toujours évident à mettre en œuvre en pratique. La meilleure hypothèse que l'on puisse imaginer, c'est celle d'avoir différents tests disponibles de manière à pouvoir réitérer le test dans l'hypothèse où le salarié souhaiterait donc que le test soit renouvelé. Ce qui est intéressant de souligner, puisque là encore nous sommes dans un domaine assez peu connu, c'est que la jurisprudence, notamment du Conseil d'État, admet qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un représentant du corps médical ou paramédical pour pouvoir procéder à un tel test. Alors, les questions, pour certaines d'entre elles tout à l'heure, portait légitimement sur le point de savoir comment se comporter face à un salarié qui présente un trouble manifeste du comportement. Il y a 3 étapes à observer. D'abord, c'est d'évaluer la situation, déterminer si la situation présente un danger pour la personne du salarié, pour ses collègues ou pour des tiers. Le cas échéant, il faut être en mesure d'isoler le salarié pour pouvoir échanger avec lui. Il est important à ce stade-là de pouvoir le faire lorsque l'on est l'employeur ou le représentant de l'employeur en présence d'un témoin pour éviter, là encore, toute difficulté future dans l'hypothèse où le salarié réagirait mal au comportement de l'employeur. On pratique un test de dépistage comme on l'a vu précédemment. S'il y a une situation de danger, bien évidemment, on retire le salarié ou on lui interdit de se présenter sur son poste de travail. On ne le laisse en aucun cas seul et si la situation l'exige, on appelle effectivement les urgences médicales ou alors on peut faire appel aussi dans les entreprises qui en sont dotées au service médical du travail qui pourrait se trouver sur place. Ensuite, en fonction des consignes qui sont données par les services de secours, soit c'est le service de secours qui va prendre en charge le salarié, soit celui-ci va être invité à regagner son domicile. Et là encore, c'est très important en termes de responsabilité de l'employeur de garder en tête que l'employeur ne peut pas se contenter de renvoyer un salarié à son domicile, et je dirais de se laver les mains de ce qui pourrait survenir par la suite. En fonction, là encore, de l'état de santé du salarié, un raccompagnement à domicile, le cas échéant, avec une personne membre du personnel ou en tout cas dans un mode de transport qui garantisse la sécurité du salarié, est tout à fait nécessaire. Alors, nous avons, une fois qu'on a apprécié la situation du salarié, du comportement addictif, en tant qu'employeur, une double obligation. La première obligation, c'est de déterminer comment éviter que la situation ne se reproduise. Ça, c'est la vision à moyen et long terme. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qui suppose un suivi médical ou en tout cas une information et une prise de conseil auprès du médecin du travail. Mais l'employeur doit aussi, c'est son rôle, c'est son obligation, en exécution de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, de sanctionner les comportements fautifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue en jurisprudence assez classiquement les comportements qui relèvent de la consommation de produits licites ou illicites. Vous avez donc une jurisprudence, je ne passerai pas en revue tous les exemples que j'ai visés dans cette présentation, mais vous pourrez les consulter,
schématiquement tout ce qui touche à la consommation de produits stupéfiants qui sont encore aujourd'hui dans notre pays des produits illicites, caractérise une faute qui est jugée par les tribunaux d'une gravité égale ou supérieure à la faute grave, c'est-à-dire qu'on est soit sur de la faute grave, soit sur de la faute lourde. Je rappelle que la faute grave est celle qui fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail et à la présence du salarié dans l'entreprise. Elle est donc privative du préavis et de l'indemnité de licenciement. La faute lourde, qui a été modifiée par une évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel il y a quelques années, se distingue de la faute grave de par le fait qu'elle suppose l'intention de nuire du salarié, de nuire à son employeur. Elle comporte aujourd'hui les mêmes conséquences que la faute grave, à ceci près qu'elle permettra à l'employeur ultérieurement, s'il le souhaite, de mettre en cause la responsabilité civile de son salarié, ce qui est donc une exception au principe de l'irresponsabilité civile du salarié dans l'exercice de ses fonctions. Alors, un autre élément qui influe sur la gravité de la faute qui va être retenue, c'est la réitération ou le caractère isolé des faits. La jurisprudence considère, notamment s'agissant de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, que si les faits sont isolés, il peut y avoir matière à licenciement, voire à une sanction de degré inférieur, mais pas nécessairement à un licenciement pour faute grave. En revanche, la réitération d'un comportement fautif de consommation d'alcool sur le lieu de travail ou d'arriver à la prise de poste en état d'imprégnation alcoolique est susceptible d'être caractérisée comme une faute grave. Bien évidemment, comme en toute autre matière, la tolérance dont le salarié serait en mesure de rapporter la preuve, la tolérance de l'employeur quant au comportement consistant à consommer des boissons alcoolisées, notamment sur le lieu de travail, est un élément de défense efficace pour le salarié à partir du moment où il pourrait démontrer ne pas avoir finalement de ne pas s'être écarté des habitudes pratiquées sur le lieu de travail. Je pense notamment à cela, à la question des pots qui sont organisés sur le lieu de travail. Alors, la question des sanctions n'est pas dissociable de la question, oui, vous pouvez repasser sur la slide suivante, de la question des preuves, puisque qui dit sanction dit potentielle contestation à l'initiative du salarié. Et donc, il est indispensable pour l'employeur de se ménager la preuve de la faute commise par le salarié en état d'addiction. Donc, la charge de la preuve, il est important de rappeler qu'elle connaît des régimes variables en fonction de la gravité de la faute qui est alléguée. Donc, en matière de cause réelle et sérieuse, donc de faute simple du licenciement, la preuve ne pèse pas spécialement sur l'une ou l'autre des parties, nous dit la Cour de cassation, même si il faut quand même tempérer cette affirmation par le fait que l'employeur doit rapporter la preuve de ce qu'il va alléguer dans la lettre de licenciement. En matière de faute grave ou de faute lourde, là par contre, l'état du droit est très clair. La preuve incombe intégralement à l'employeur de la faute commise par le salarié. Et dans l'hypothèse où l'employeur souhaite se prévaloir de ce que l'on appelle le trouble objectif causé à l'entreprise par un fait de la vie privée du salarié, il appartient à l'employeur d'établir la réalité du trouble. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ce trouble objectif qui concerne moins la question de l'addiction que la question, par exemple, s'agissant des stupéfiants, de savoir si le salarié pourrait faire partie d'un réseau de revente de stupéfiants. En tout cas, vous avez là un résumé de l'ensemble des régimes probatoires applicables. Rappelons encore une fois que si un doute subsiste, il profite au salarié. Alors, quels sont les moyens de preuve? Eh bien, si on a utilisé un outil de dépistage, eh bien, il faut pouvoir enregistrer d'une manière ou d'une autre sur un support qui ne puisse pas être falsifié le résultat du test qui aura été pratiqué.
Si l'on n'a pas la possibilité de faire pratiquer un test, et c'est d'ailleurs souvent le cas en entreprise, car toutes les entreprises ne sont pas pourvues d'un éthylomètre, d'un éthylotest ou a fortiori d'un test pour déterminer la présence de stupéfiants, eh bien, il ne faut pas oublier que les témoignages, d'où l'importance là encore d'avoir des témoins présents sur place dès le début du contrôle, les témoignages sont tout à fait recevables. Et donc, il est important de rappeler ce qu'est un témoignage efficace et qui pourra être utile par la suite devant les prud'hommes en cas de contestation. C'est un témoignage qui répond, donc une attestation qui répond aux conditions de l'article 202 du Code de procédure civile. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un témoignage doit être factuel, il ne doit pas porter de jugement de valeur, il doit faire état donc de faits précis, de lieux précis, du nom des protagonistes ou de leur qualité, et il doit être daté. Et là encore, ce point est capital, puisque pour qu'un témoignage soit jugé crédible, eh bien, il est souhaitable qu'il soit élaboré à la date la plus proche possible de la commission des faits qui vont être reprochés aux salariés. Merci, Maître Berrier. Donc, vous avez déjà répondu, je pense, à pas mal de questions qui ont été posées en ligne. Nous avons une question qui est restée. Comment faire si le salarié ne veut pas faire le test? Alors, le principe, effectivement, ça reste celui de la liberté du salarié de refuser de se soumettre au test. Donc, bien dans ces cas-là, il est vraiment indispensable que l'employeur procède à l'ensemble de la procédure devant témoin. La procédure consistant donc à proposer le test, à acter du refus du salarié. Face à ce refus, d'apprécier les conséquences à y donner. Évidemment, s'il s'agit simplement d'interdire de prendre son poste de travail à un salarié dont l'haleine est particulièrement chargée, eh bien, les témoignages vont suffire à partir du moment où on est en mesure de s'assurer que ces témoignages vont ensuite être retranscrits par écrit, d'où l'importance de la fiabilité des témoins, parce que le témoin qui va ensuite vous dire « Ah oui, mais non, ça m'embête de faire une attestation contre mon collègue », évidemment, ça n'est pas le témoin sur lequel on va pouvoir se reposer. Donc, il est important dans ces cas-là d'avoir des témoignages, et il est important surtout d'acter de ce refus. Dans les cas les plus graves, on peut envisager de faire appel à la force publique. Maintenant, très honnêtement, sur la base de mon expérience, je dirais que la force publique, surtout par les temps qui courent, a beaucoup d'autres choses à traiter que d'appréhender la personne qui arrive un petit peu pompette sur son lieu de travail. Donc, l'employeur est souvent seul pour faire face à ces situations. Donc, ma préconisation est très simple. À partir du moment où on a ne serait-ce qu'un doute, et là, le doute ne profite pas aux salariés à ce stade-là, c'est important de l'avoir en tête. Là, c'est à l'employeur d'honorer son obligation de sécurité face à un doute et dans l'hypothèse d'une atteinte qui pourrait être portée à la santé et à la sécurité du salarié ou des autres. On retient le salarié, on ne le met pas dans sa situation de travail et ensuite, le cas échéant, on le dispense d'activité ou on le met à pied à titre conservatoire si nécessaire. Merci. Le médecin a-t-il le droit d'informer l'employeur de la présence d'un salarié qui présente une addiction? Alors ça, je vais peut-être plutôt, c'est un point de déontologie médicale, je pense. Je vais laisser Galinari. Oui, j'ai déjà répondu par écrit, mais non, en fait, c'est comme les autres maladies, évidemment, il y a un secret médical qui concerne tout ce qui nous est dit. Toutes les suspicions qu'on a, etc. Et donc, ça vaut également pour les addictions. Donc, évidemment, même si on a ce contenu-là et si on a fait ces constatations-là en entretien avec le salarié, il n'y a rien qui sort à ce sujet-là. On va, comme pour le reste, en fait, on donnera des préconisations, mais sans jamais rompre le secret médical. Bien sûr. Quelle est la responsabilité de l'employeur par rapport au cas des salariés qui fument, on l'a vu tout à l'heure déjà, des joints sur leur temps de pause? Alors, la responsabilité de l'employeur, je dirais, par rapport à la consommation de produits qui, encore une fois, aujourd'hui sont illicites,
elle est susceptible d'être engagée, et là on sort en fait du strict cadre du droit du travail, on est dans le cadre du droit pénal commun, elle est susceptible d'être engagée, à mon sens, si cette consommation se fait au vu et au su de l'employeur, et je dirais même si l'employeur encourage cette consommation. On peut imaginer qu'un employeur ou qu'un chef d'entreprise ou qu'un représentant du chef d'entreprise qui lui-même viendrait partager la pause joint avec ses salariés pourrait, en théorie, se voir reprocher, enfin voir mettre en cause sa responsabilité pénale. Bon, maintenant, ce qu'il faut quand même rappeler, là on sort un petit peu du cadre, mais c'est un point important à rappeler, c'est que s'agissant des poursuites aujourd'hui pour consommation de cannabis, elles sont finalement assez rares et ne sont pas dirigées contre les consommateurs, raison pour laquelle désormais une amende forfaitaire a été mise en œuvre. Donc, il faudrait que l'employeur finalement fasse partie plutôt d'un réseau de distribution de stupéfiants, à mon sens, pour que sa responsabilité puisse être mise en cause. Par contre, pour élargir un petit peu la réponse à la question, si une victime d'un accident, que ce soit un accident du travail ou une victime tierce à l'entreprise, était en mesure de rapporter la preuve que l'auteur de la faute qui aurait concouru à l'accident aurait consommé des produits stupéfiants susceptibles d'altérer son comportement au vu et au su de l'employeur qui n'aurait pas pris les mesures, alors là, très clairement, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée non seulement au plan pénal sur le terrain de la non-assistance à personne en danger ou du non-respect des obligations réglementaires de prudence ou de non-respect de la réglementation, mais surtout au plan civil. Au plan civil, là, très clairement, des dommages et intérêts pourraient être réclamés à l'employeur, étant rappelé encore une fois que le principe auquel fait exception la faute lourde, le principe reste celui de la responsabilité de l'employeur au plan civil du fait commis par son salarié. C'est ce qu'on appelle en droit civil la responsabilité du commettant du fait de son préposé. D'accord. Merci, Maître Berrier. Nous allons peut-être prendre juste une dernière question qui s'adresse, je pense, plus au docteur Gallinari. Est-ce qu'une conduite addictive peut entraîner une inaptitude médicale si travaux à risque? Alors, oui, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, il faut avoir fait le diagnostic, c'est la première chose. Et deuxièmement, comme pour le reste, il faut peut-être essayer quand même que la personne soit prise en charge par rapport à ces problèmes-là. S'il y a une prise en charge adaptée, il y a certains patients qui ont des problématiques addictives, qui ont ces maladies-là, mais qui ont un suivi régulier et qui arrivent à ne pas consommer, ou en tout cas que les consommations ne soient plus problématiques. Donc c'est comme pour le reste, il faut vérifier à la fois avant de prendre une inaptitude, les conditions de travail, c'est une chose, et la sécurité, mais aussi l'état clinique de la personne qui peut changer dans le temps et qui peut s'améliorer même dans ce genre de problématique. Il ne faut pas conduire tout de suite à une inaptitude, à mon avis. D'accord, je vous remercie. Écoutez, je crois qu'il est temps maintenant de terminer cette conférence. Merci encore à nos conférenciers pour leur disponibilité, la qualité de leurs interventions aujourd'hui. En conclusion, je vous rappelle que vos services de santé au travail sont à votre disposition pour vous conseiller, répondre à vos questions sur ces thématiques de prévention. Vous retrouverez dans le support les liens vers les sites de vos services de santé au travail qui s'affichent actuellement. Merci aussi à Céline Roux pour la technique et l'aide aux questions-réponses. Merci à vous de nous avoir écoutés ce matin et très bonne fin de journée. Au revoir.